Alors, dans cette activité numéro 3, nous nous concentrons sur l'action des anticorps qui ont été produits par les plasmocytes. Alors, dans un premier temps, on vous dit qu'on est capable de regarder l'action de ces anticorps lorsque l'on prend le sérum d'un individu qui contient des anticorps et qu'on le met en présence de l'antigène pour lequel il est spécifique, c'est-à-dire pour lequel le lymphocyte B a été activé et s'est transformé en plasmocyte et a libéré donc les anticorps identiques aux récepteurs qui étaient présents à la surface de ces lymphocytes B. Donc le premier cas de figure, c'est l'exemple d'une agglutination ici. Donc on vous dit que ce premier individu est en fait un animal qui a été guéri de la brucellose, ça veut dire qu'il a été en contact avec la bactérie en question. Et si on regarde son sérum mélangé aux antigènes de la bactérie, on voit bien qu'on a des petits grains qui s'accumulent ici. On a une agglutination. Deuxième individu, ici, est un individu qui n'a jamais été contaminé par la brucellose. Et donc, à l'intérieur de son sérum, il n'y a pas d'anticorps. Et il n'y a donc pas, il n'y a pas d'anticorps spécifique à la brucellose. Et donc, il ne reconnaît pas l'antigène, il n'y a pas d'agglutination. On nous demande alors ce qu'on peut dire de l'individu en S3. Cet individu ici, on n'observe pas d'agglutination. Ça signifie donc qu'il n'a pas d'anticorps spécifique à la bactérie Brucella. Et par conséquent, on peut dire qu'il est séronégatif. Il n'a pas d'anticorps pour la Brucella, il est séronégatif pour la Brucella. Dans le deuxième exemple ici, c'est une autre manipulation qui a lieu. Donc, on va mettre le sérum du patient au milieu et on va mettre différentes gouttes contenant les antigènes dans des puits éloignés. La gélose va permettre la migration de chacun des liquides et de diffuser dans toutes les directions tout autour du puits. Et lorsque on a les antigènes et les anticorps qui finalement se rencontrent, eh bien, s'il y a une compatibilité entre l'anticorps et l'antigène, il va y avoir un arc de précipitation qui va se créer ici. On est donc dans ce cas-là aussi sur une agglutination. Le patient va donc être séropositif pour la souche du Michigan 2015. Alors, pour avoir un petit aperçu de à quoi ressemble une agglutination, on pourrait schématiser ça de cette manière-là. On a nos agents infectieux avec à leur surface les antigènes, et puis on a nos anticorps ici avec la partie variable qui reconnaît l'antigène qui vient se fixer. Comme il y a deux zones d'accroche au niveau de chacun de mes anticorps, eh bien ils vont pouvoir fixer deux antigènes différents. Et ainsi, il va y avoir l'agglutination qui va se former. Cette agglutination s'appelle un complexe immun. Ça va rendre alors les agents pathogènes beaucoup moins mobiles, ça va les inactiver en quelque sorte, et du coup, ils seront beaucoup moins efficaces. Alors ça n'explique pas comment est-ce qu'on va pouvoir les éliminer. Pour ça, vous avez une deuxième série d'expériences que vous aviez à analyser. Donc là, on a utilisé notre anticorps connu avec la forme, la chaîne, la partie constante qui est ici, puis la partie variable qui se situe aux extrémités. On sait qu'il y a deux chaînes lourdes et deux chaînes légères qui forment mon anticorps. Et je connais des enzymes qui sont capables de digérer à différents endroits mes anticorps. Donc la papaïne, par exemple, qui elle va digérer l'anticorps sur toute la partie ici constante à cet endroit-là. Et lorsqu'on a l'association des chaînes lourdes et des chaînes légères ici, du coup, elles vont se retrouver dissociées l'une de l'autre. Lorsqu'on digère un anticorps avec une pepsine, on va couper la chaîne, l'ensemble des deux chaînes lourdes associées un petit peu plus bas, ce qui fait que on a toujours les deux têtes ici qui fixent les antigènes, mais on n'a plus l'extrémité constante de l'anticorps. Alors, si on regarde ce qui se passe lors d'un test d'agglutination comme on a vu précédemment, eh bien dans le premier cas, ça ne fonctionne pas, l'agglutination n'a pas lieu. Non, puisque chacun de mes deux morceaux ici vont être libres. Du coup, on ne va pas pouvoir associer les antigènes entre eux. Ici, on a bien l'agglutination qui a lieu, évidemment, c'est mon test témoin. Et ici, on a bien une agglutination qui va avoir lieu aussi, puisque
mes deux parties ici variables reconnaissant le site de l'antigène sont encore soudées à cet endroit-là. Donc l'agglutination peut avoir lieu. Dans la deuxième partie du document, on observe la présence de la phagocytose, le pourcentage de phagocytose qui va avoir lieu en fonction de cette présence d'anticorps. Donc s'il n'y a pas d'anticorps du tout, on a une faible quantité de phagocytose qui va avoir lieu. En présence d'anticorps, regardez le pourcentage de phagocytose qui augmente jusqu'à presque 85%. Lorsqu'on a des anticorps, mais qu'on a fait une digestion à la papaïne, donc quand on se situe dans ce cas-là, on n'a pas de phagocytose. On n'a pas de complexe humain non plus, puisqu'il n'y a pas eu d'agglutination. Si par contre on a un complexe humain ici, mais qui manque juste une extrémité de mon anticorps, dans le cas de la digestion de la pepsine, c'est ce qu'on observe là, on se rend compte qu'on n'a pas non plus une grande augmentation de la phagocytose. Alors, quelle hypothèse on peut faire à partir de ça? Vraisemblablement qu'il doit y avoir une structure à cet endroit-là, au niveau de la zone constante de l'extrémité de mon anticorps. Il doit y avoir une zone qui est reconnue par les cellules phagocytaires. Effectivement, je vous montre ce schéma qui représente bien. Donc là, on a un phagocyte, les différents phagocytes que l'on a pu étudier dans la réaction innée de notre première partie, qui possèdent à leur surface des récepteurs qui sont spécifiques à la partie constante des anticorps. Cette partie constante ici va être reconnue par les récepteurs qui se trouvent là. Ainsi, lorsque mon complexe humain se forme avec l'agglutination des antigènes sur les anticorps, il y a de nombreux anticorps qui vont être présents partout et donc les phagocytes vont arriver en grand nombre, reconnaître l'extrémité ici de l'anticorps et phagocyter l'ensemble pour éliminer un grand nombre d'agents infectieux en une seule fois. Ce qui rend cette phagocytose extrêmement efficace puisque les agents infectieux sont moins mobiles à cause de l'agglutination et en plus de ça, les anticorps rapatrient les cellules phagocytaires pour que la phagocytose ait lieu. L'élimination de l'agent infectieux est en général assez rapide par la suite. Alors parfois, il y a des petits problèmes, certaines maladies ou certaines déficiences génétiques qui montrent que on n'arrive pas à produire des anticorps. Alors on a essayé d'expliquer d'où pouvait venir le problème. Et grâce à cette expérience ici de Marbrook en 1970, il a séparé deux milieux. On a un milieu de culture avec des antigènes spécifiques à des GRM, donc ce sont des globules rouges de mouton. Ces antigènes présents sur les globules rouges de mouton sont reconnus comme étant des agents étrangers des cellules, de nos cellules humaines par exemple. Donc on va placer dans une chambre ici qu'on appelle la chambre supérieure certains lymphocytes, certains liquides, et puis on va placer dans la chambre ici qu'on appelle inférieure d'autres lymphocytes qui vont être également présents à l'intérieur du milieu de culture. Et ces deux chambres sont séparées par une membrane perméable. Les cellules ne peuvent pas passer, mais par contre, tout ce qui va être molécules, elles vont pouvoir traverser cette membrane. Alors, dans la chambre supérieure, ici, on va placer, par exemple, aucune cellule, aucun lymphocyte ne va être placé. Donc ici, pas de lymphocyte. Par contre, dans la chambre inférieure, on place, dans le premier cas, des LT4 et des LB. Résultat, qu'est-ce qu'on va observer? Dans la chambre supérieure, rien de spécial. Par contre, dans la chambre inférieure, on observe une grande augmentation, un grand nombre de plasmocytes qui vont être présents. Si on recommence cette expérience, avec toujours aucune cellule dans la partie supérieure, et avec seulement des LB dans la partie inférieure, on se rend compte qu'on n'a pas de production de plasmocytes. Maintenant, si on place des LT4 dans la partie supérieure et les LB dans la partie inférieure, là, on a une forte production de plasmocytes. Quelle conclusion on peut tirer de ça? D'abord,
Il ne s'agit pas d'un contact direct entre LT4 et LB qui va permettre la différenciation de mes LB en plasmocytes, puisque les LT4 ici et les LB ici ne peuvent pas se rencontrer à cause de la membrane qui est ici. Donc pas de contact direct. Par contre, il y a des molécules qui peuvent être sécrétées. Donc vraisemblablement que pour que mon LB se transforme en plasmocyte, il va falloir dans un premier temps que le LT4 libère une substance qui va lui permettre de communiquer avec le LB pour qu'il se transforme. Ces substances de communication entre les cellules, on en a déjà parlé, elles portent un nom, c'est ce qu'on appelle les interleukines. On l'avait vu également dans la première partie. Donc ici, mon LT4 va libérer des interleukines qui vont permettre de transformer mon LB qui a été activé en plasmocyte. Voilà pour les explications et les hypothèses que vous pouviez faire dans cette première partie.